Rebonjour à tous. Donc nous ne vous voyons pas. On vous le dit, comme ça c'est clair. On plisse les yeux, n'ayez pas peur. C'est juste que les lumières sont assez fortes. On va proposer à nos intervenants, contributeurs, de nous rejoindre sur cette estrade. Vas-y. Donc, nous appelons Monsieur Samy Bayot, qui est directeur délégué au centre hospitalier de Troyes. Anne-Hélène Béranger, donc DRH de l'entreprise Urgo. Voilà, nous avons souhaité aussi, bonjour, avoir donc l'avis de secteurs privés également importants et qui œuvrent dans le domaine de la santé pour aussi nous éclairer. Notre collègue Pascal Cuvillier, donc DRH au centre hospitalier d'Auxerre. Oui, Pascal. Il arrive. Jacques Fétis, qui est directeur du groupe OVA Assurance, qui va nous rejoindre. DRH, pardon. Donc Marie Houssel qui va nous rejoindre à nouveau pour cette table ronde. Et puis donc Olivier Servère-Laurenzet, directeur du centre hospitalier de Blois, qui a travaillé en Bourgogne il y a quelques années, et donc que certains d'entre vous connaissent déjà. Tu veux... Ouais, vas-y. On va mettre les micros. Donc, normalement, les micros fonctionnent. Je vais vous proposer tout d'abord d'intervenir les uns un peu après les autres. Alors, on a prévu certaines thématiques d'échange, mais peut-être aussi en réaction à la présentation qui nous a été faite ce matin. Je propose que Monsieur Cuvillier, vous commencez. Vous êtes un DRH expérimenté, on va dire ça comme ça, dans le milieu hospitalier. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce qui a été présenté ce matin? Est-ce qu'il y a eu une évolution et si oui, depuis quand et sur quoi? Oui, on se retrouve dans la présentation qui a été faite ce matin. C'est vrai qu'on est confronté à des contraintes extrêmement fortes, des contraintes financières. La régulation de la masse salariale, c'est notre quotidien, mais aussi les contraintes en matière de démographie médicale, puisque des territoires sont actuellement dans des grandes difficultés pour assurer l'accessibilité aux soins à la population. Le territoire auxerrois est véritablement un territoire où ces enjeux sont fondamentaux. L'établissement dans lequel je suis, pour vous donner un exemple, c'est 30 PH vacants. C'est un recours massif aux diplômes étrangers, c'est un recours massif aux stagiaires associés pour compenser le manque d'internes, mais c'est aussi pour les mettre sur des postes de seniors. Donc voilà la réalité. La réalité, elle est celle-là. Alors c'est vrai qu'on fait preuve de résilience. Vous avez parlé de la qualité de vie au travail. Alors la qualité de vie au travail, c'est un sujet important, mais je ne voudrais pas que ce soit l'élément alibi qu'on plaque un peu partout, parce qu'on sait tous faire du diagnostic. Il y a très longtemps qu'on fait du diagnostic. Les mises en œuvre sont beaucoup plus compliquées. Et moi, j'ai coutume de dire que pas de bien-être sans bien faire. Pas de bien-être sans bien faire, parce que le bien faire, c'est vraiment essentiel pour nos professionnels, et c'est peut-être là qu'il faut réinterroger un peu les contenus de travail, réinterroger le travail. Je sais qu'il y a une philosophe qui est invitée demain, aussi dans sa dimension un peu métaphysique. C'est tous ces éléments-là qui sont importants. Je voyais ce matin, je regardais il y a un rapport qui est sorti sur les conditions de travail. Il y a 32% des agents du secteur hospitalier qui ne sont pas fiers du travail tel qu'ils le réalisent. Donc c'est quand même un élément qui doit nous interroger. Donc voilà ce que je peux dire à ce stade. L'attractivité, ben oui, ça c'est aussi un élément sur lequel on œuvre tous. On essaye de prendre
beaucoup de mesures, on travaille avec les jeunes praticiens, voilà, on fait comme beaucoup d'établissements. Mais là aussi, il y a un moment où on atteint des limites et puis on se pose la question du politique. À un moment, c'est en régulation. Je ne sais pas si on va pouvoir, comme on le disait tout à l'heure, concilier l'irréconciliable, quoi. Ça devient extrêmement compliqué. Et il y a un décalage extrêmement important entre le théorique, la réalité théorique, telle qu'on peut la retrouver dans les contrats de retour à l'équilibre, hein, et la réalité telle qu'on la vit au quotidien. Où là, c'est pas du yaka faucon. C'est pas possible, ça. Et donc ça, c'est... Mais je veux vraiment insister sur ce décalage qui est vraiment maintenant majeur. Alors, nos deux regards extérieurs, je ne sais pas lequel de vous deux, surtout après cette démonstration d'un exercice compliqué des fonctions RH. Peut-être, Madame Béranger, rebondir sur ce que vous entendez. Est-ce que c'est la même chose dans vos sphères ou les similitudes, les différences? Alors, je vais quand même pouvoir vous exprimer quelques différences. Par contre, en toute sincérité, j'ai aussi très bien reconnu dans la restitution de votre baromètre ce qui constitue les enjeux d'un DRH du secteur privé aujourd'hui. Mis à part peut-être ce qui pour vous est la contrainte principale, celle de la contrainte salariale, on va dire que ça va être ma bouffée d'air par rapport à vous. Bien sûr, il y en a aussi. Nous aussi, on va nous demander une maîtrise de notre masse salariale, mais à une échelle bien moindre, je le pense, que celle que vous connaissez. Donc, on va dire que je vais être privilégiée sur ce point-là. Après, l'attractivité que vous évoquiez, on la vit au quotidien, même dans une société comme le groupe Urgo, qui a la chance de pouvoir s'appuyer sur des marques fortes et connues du grand public. Pour autant, on a des localisations géographiques de nos sites qui ne sont pas attractifs non plus en termes de territoire. Donc, quand bien même on a des structures de masse salariale et de rémunération qui sont intéressantes pour nos candidats, malheureusement, des localisations comme Dijon, comme Forbach en Moselle ou Denain dans le nord de la France, effectivement, ne sont pas sexy pour nos candidats. J'ai beaucoup apprécié votre expression, pas de bien-être sans bien faire. Je vous rejoins complètement là-dessus et je pense que les collaborateurs d'aujourd'hui vous rejoignent car finalement, aujourd'hui, quand on pense qualité de vie au travail, j'ai la chance de ne pas devoir penser risques psychosociaux puisque dans mon environnement, c'est quelque chose qui n'est pas présent. Pour autant, cette qualité de vie au travail, il faut que nous la prenions en compte. Je vous rejoins aussi sur le fait qu'il est plus aisé de porter un diagnostic que de déployer des plans d'action et surtout, comme vous l'évoquiez aussi dans le rapport sur la QVT, c'est que les plans d'action, ils s'inscrivent dans le temps, donc bien souvent, il est encore trop tôt pour se rendre compte. Mais l'un des premiers éléments de mal-être finalement qui ressort de ces différents diagnostics qu'on a pu mener, c'est le tiraillement que peuvent ressentir les collaborateurs au quotidien entre une juste définition des rôles et responsabilités de chacun. Une entreprise en croissance, c'est bien, ça offre beaucoup d'avantages. Par contre, ça aussi impacte l'échelle de temps. Chez nous, tout va très vite. Les mutations sont rapides et donc pour certains collaborateurs, ça peut aussi signifier des fois perte de sens, avoir l'impression de toujours courir après quelque chose. Et donc ce sentiment de bien faire, des fois, est perdu. Et quand on a l'impression de plus bien faire ou de ne plus avoir le temps de bien faire, c'est là que va commencer à émerger le mal-être. Donc je vous rejoins vraiment complètement là-dessus. Et après, vous avez parlé ce matin reconnaissance. Vous avez notamment parlé d'une spécificité qui est celle de la fonction publique hospitalière avec une notation au détriment d'une évaluation annuelle. Donc bien sûr, nous sommes dans le cadre d'évaluation annuelle. Alors pour autant, selon les niveaux de poste, il peut y avoir aussi une objectivation financière de cette évaluation annuelle. Donc peut-être que certains peuvent des fois le percevoir comme une forme de notation.
Mais ce besoin de reconnaissance, il est même au-delà d'une simple reconnaissance financière. Et nous, c'est vrai que dans le secteur privé, finalement, aujourd'hui, on va plutôt essayer d'aller chercher de travailler sur les autres formes de reconnaissance, celles justement qui vont participer à ce sentiment de bien-être au quotidien. Donc tous ces facteurs de bien vivre ensemble, de plaisir à se rendre au travail, de fierté par rapport à ce que je fais, fierté d'appartenance par rapport à mon entreprise. Voilà. Donc je dirais que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, les contraintes sont différentes et par contre je pense qu'entre DRH, nous partageons aujourd'hui des enjeux qui sont communs. Merci beaucoup pour ce retour. Et c'est vrai que c'est important pour nous aussi d'avoir cet éclairage et de voir que nous ne sommes pas aussi loin, en tout cas entre nos secteurs. Je me tourne vers vous maintenant, Monsieur Féty, justement pour continuer dans un secteur privé, pour nous éclairer aussi sur vous, votre expérience et votre éclairage sur les différences, les convergences que nous pouvons avoir dans nos domaines ressources humaines. Vous êtes donc DRH d'une grande entreprise d'assurance. Alors c'est vrai que Covéa, on n'a pas trop l'habitude de voir ce sigle, mais par contre, à l'intérieur de votre groupe, on voit la GMF, la MAF, notamment la MMA, donc là, trois grands secteurs assurantiels qui nous sont tous connus. Vous avez aussi, j'ai dévoilé un peu votre parcours professionnel, eu un passage dans l'armée, où vous avez exercé de hautes fonctions en termes de ressources humaines. Donc fort de votre expérience passée et de votre activité professionnelle aujourd'hui, si vous pouvez nous apporter un peu d'éclairage pour notre journée. Alors, effectivement, c'est pas pour parler de mon parcours, mais ça peut éclairer certains de mes propos. J'ai été DRH du ministère de la Défense pendant 4 ans et j'ai eu, avant cette expérience-là, des fonctions de DG adjoint d'une grosse entreprise de formation professionnelle qui est connue de beaucoup d'acteurs, l'AFPA. Donc j'ai travaillé à la fois dans le public et dans le privé, donc je pense que je peux corroborer les propos de ma collègue de l'entreprise Urgo. Fondamentalement, il y a quand même beaucoup de choses qui sont communes, ne serait-ce que parce que les femmes et les hommes, ce sont les mêmes. Il faut quand même commencer par parler d'eux. Chacun d'entre nous a les mêmes aspirations au travail. La pyramide de Maslow, c'est exactement la même que vous soyez agent du secteur public, dans la fonction publique hospitalière, dans la fonction publique d'État ou fonction publique territoriale, ou que vous soyez dans une entreprise. Par conséquent, on va retrouver un certain nombre de choses, même si les outils qui sont à notre disposition seront différents. Parmi les choses que l'on va retrouver, nous, dans nos fonctions de DRH, on aura cette contrainte budgétaire. De toute façon, elle est inhérente à notre métier et je pense qu'elle est vraie de tout temps. On a l'impression de la découvrir maintenant, mais je pense qu'elle a toujours existé. J'imagine que Hippocrate, sur l'île de Kos, il devait se plaindre de ne pas avoir tous les moyens nécessaires pour soigner convenablement ses concitoyens. Et je peux vous dire que les militaires de tous les pays, je ne sais pas, ils ne sont pas unis, ils n'ont pas suivi les préconisations de l'international, bien sûr, mais en revanche, ils demandent tous toujours plus de moyens pour pouvoir remplir leur mission. Et dans les entreprises, c'est la même chose. Tout le monde, tous les métiers, comme on dit, nous demandent toujours plus de moyens et sont très exigeants à l'égard de la fonction RH. J'ai toujours personnellement plaidé pour que les professionnels de la fonction RH aient cette dimension économique en haut de leur pile, parce que ça les rendra crédibles vis-à-vis des métiers. Alors c'est vrai qu'une des difficultés de notre métier, c'est qu'on doit faire du B2B, c'est-à-dire que l'on doit travailler vers les métiers, et on doit faire du B2C, c'est-à-dire qu'on doit travailler vers les collaborateurs dans l'entreprise. Il n'y a pas beaucoup de métiers qui ont cette double contrainte. Chacun de nos actes, il est évalué à l'aune de l'approche B2B et de l'approche B2C. Donc c'est vrai que c'est une difficulté. Donc alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme possibilité ? Moi, je pense que déjà, on a sans doute à travailler sur la fierté au travail. Pardonnez-moi de le dire comme ça, peut-être plus que la QVT. Je ne dis pas que la QVT n'est pas importante, mais pour moi, la QVT, c'est quand même l'habillage de quelque chose. Il faut sans doute travailler d'abord sur le quelque chose. Or, vous travaillez dans un secteur où être fier ne me paraît pas difficile. Parce que c'est quand même, qu'est-ce qu'il y a de plus beau
que de travailler sur la santé de nos concitoyens. C'est magnifique comme métier. Arriver à faire naître la fierté, je pense que ça ne devrait pas être compliqué. La difficulté, c'est certainement de faire maintenir cette fierté dans la durée. J'ai osé un parallèle un peu hardi, mais tant pis, je m'y risque. À la limite, je dirais que c'est comme dans les relations affectives. Hein, au début, tout va toujours bien. Après 20 ans, 30 ans de mariage, c'est forcément... Il faut se réinventer. Et ça, c'est le problème de la fonction publique, puisque on est dans un emploi à vie. Dans les entreprises, les collaborateurs tournent, plus ou moins selon les entreprises, mais les collaborateurs tournent. Dans le secteur public, nous avons des avantages. Je dis nous, parce que je suis évidemment, après 30 ans d'expérience dans le public, toujours très attaché à cela. Nous avons l'avantage de l'emploi à vie. Nous avons des contraintes. C'est vrai qu'en termes de rémunération, notre collègue l'a dit, on a moins de marge de manœuvre que dans le public. Donc le sujet, c'est d'entretenir la flamme, à mon sens. Et je ne sais pas si la QVT va être le principal vecteur pour ça. Je vais laisser la parole parce que je suis un grand bavard. Moi, je pense que le principal vecteur pour l'entretien de la flamme, c'est le management. J'ai vu les préconisations que Marie Houssel a présentées tout à l'heure. À titre personnel, j'aurais mis le management en numéro 1, en numéro 2, en numéro 3 et jusqu'à numéro 12. Tout doit passer par le management. Si le management ne traduit pas la volonté du haut pour l'expliquer en bas, ça ne marchera jamais. J'ai entendu ce que vous disiez tout à l'heure. Cet écart qui semble abyssal entre les intentions et les réalisations, c'est chaque couche managériale qui doit en prendre sa part pour expliquer. S'il n'y a pas ça, si les managers ne sont pas convaincus que c'est leur premier métier, et qu'après ils sont experts, chirurgiens, biologistes ou que sais-je, s'ils ne sont pas convaincus de ça, vous allez avoir effectivement beaucoup de mal, et c'est peut-être ça la difficulté de votre métier, pardon de le dire aussi cash. La ligne managériale est la réponse à l'essentiel des problèmes RH. Le reste, la QVT, oui, c'est bien, ça ne transformera pas les métiers. Tant qu'il se rallume, je pense que nous sommes plusieurs à partager vos propos. Hein. Et vous avez raison, en tout cas, d'avoir commencé par votre intervention par rappeler que nous sommes auprès de personnes, hein, des hommes et des femmes. Et moi, je dirais même qu'aujourd'hui, ils vont du privé vers le public, du public vers le privé. Pour certaines compétences métiers, ils ne sont plus autant que ça attachés au statut privilégié qui peuvent leur être proposés. Hein. Nous allons continuer avec Samy Bayod, donc directeur délégué au centre hospitalier de Troyes. Vous avez dernièrement, au niveau de votre établissement, reçu le prix de l'innovation ressources humaines. Pourriez-vous nous présenter en quelques mots votre projet? Peut-être... oui, on va vous... Voilà, il y a le dernier aussi, le troisième fonctionne de micro. Hein, et voilà, est-ce que vous avez l'impression, par le biais de ce projet que vous nous avez présenté, d'avoir modifié les ressources humaines dans votre établissement? Je ne sais pas si j'ai modifié, on va dire, les ressources humaines. En tout cas, on a essayé de se transformer un peu en une administration vers un service vraiment aux salariés de notre établissement. Mais on n'est pas les premiers à le faire. Je pense que c'est le virage et puis la volonté de nombre DRH depuis de nombreuses années d'essayer de rendre service, d'aider, d'accompagner ses salariés et de ne plus faire que les administrer. Alors l'idée de base, en fait, c'est surtout une idée de mon directeur général, en toute modestie, de vouloir créer une application à destination du personnel, mais on s'est très rapidement posé des questions du contenu, bien évidemment, et en fait cette idée est venue en résonance de pas mal de problèmes qu'on rencontrait au quotidien. Problèmes qui sont, à mon avis, aussi les votes dans vos différents centres hospitaliers. C'est qu'on avait déjà une GHT qui était en création, avec la petite particularité qu'on est en direction commune, donc on a un seul directeur général pour les 5 établissements de la GHT, mais en dessous de ce directeur général restent 5 directions des ressources humaines communes. Indépendante, pardon, pas commune. Donc on a eu le souci de devoir quand même harmoniser un peu nos façons de faire de façon souple, sans que ce soit forcément imposé
parce qu'on voulait apporter certaines garanties à nos partenaires sociaux. Donc, dans ce cadre on va dire de trajectoire souple et d'harmonisation des pratiques en ressources humaines, on a rédigé un projet social partagé. Et dans ce projet social partagé, on a réaffirmé cette volonté de vouloir créer un espace numérique à destination de nos salariés. Parce que les salariés étaient plus en avance que nous, ils ont très rapidement compris l'avantage de la direction commune, et très rapidement on a eu des salariés mis à disposition à droite, à gauche, qui se sont retrouvés à distance de leur DRH. Donc on a souhaité leur offrir un accès à leur direction des ressources humaines qui pouvait être éloigné de plusieurs dizaines de kilomètres à certains moments. Parallèlement donc, à ce contexte, on va dire, géographique et réglementaire que vous connaissez tous, la DRH du centre hospitalier de Troyes, qui gère 2400 agents, était totalement saturée par l'accueil physique et téléphonique des agents qui venaient chercher des documents que j'appelle à faible valeur ajoutée, c'est-à-dire des certificats simples ou des réponses à des questions simples. Et on était... pas moi personnellement, mais toute mon équipe était focalisée uniquement vers cet accueil physique, et ça, on va dire, ça a pompé toute notre énergie et surtout tout notre temps, et ça nous empêchait d'aider les salariés qui vraiment avaient de sérieuses difficultés, sur lesquelles, voilà, ces salariés-là, il faut les prendre dans un bureau pendant 1 heure ou 2, refaire l'historique de leur carrière et les aider parce que leurs problèmes sont complexes. Donc on souhaitait vider un peu la DRH de ces demandes très simples, en permettant aux salariés de pouvoir le faire de chez eux, donc à distance. Troisième contrainte, et c'est la dernière majeure, ça rejoint clairement ce qu'on vient de dire sur la qualité de vie au travail, c'est la gestion des plannings et la gestion du temps de travail à l'hôpital. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir que les plannings sont plus aussi rigides que ce que ça a pu être. Ça change tout le temps, en permanence, d'un jour sur l'autre. Il y a des tonnes d'applications qui permettent de rappeler les agents, de modifier leur planning. Et tout ça, au lieu d'essayer de le combattre, on a décidé de l'accompagner et de se dire, bon voilà, de toute façon, les plannings aujourd'hui à l'hôpital changent tout le temps, c'est une réalité. Par contre, on a fait le pari, et ça, on a réussi, c'est de pouvoir mettre l'information liée à ce temps de travail, de donner aux salariés une information actualisée tous les jours, qui soit disponible de façon très simple sur son téléphone, a vraiment permis d'apaiser tous les débats autour de ce temps de travail. Et sans cette application, bon voilà, les données étaient disponibles parce que les plannings étaient informatisés comme ailleurs, mais ils étaient disponibles uniquement sur le système d'information de l'hôpital. Enfin voilà, fallait s'arrêter dans son travail, prendre le temps de se connecter à une application qui est assez lourde. Maintenant, voilà, chaque jour, de chez soi ou même sur son lieu de travail, on peut consulter son planning, ses droits à congé, on peut consulter même le planning du service, et puis on a facilité ainsi les échanges avec les autres salariés. Donc voilà, ça, ce sont les contraintes, et donc on a décidé de créer une application qui permet 3 choses. Qui permet déjà d'informer donc les agents, de leur mettre à disposition toutes les informations contenues dans notre système d'information, qu'elles soient disponibles, qu'ils puissent les modifier et qu'ils puissent surtout les connaître, quoi, et pouvoir les corriger le cas échéant. On a pris aussi le parti de les laisser communiquer, pas forcément entre eux, mais on savait dans l'établissement, je pense que c'est la même chose dans vos établissements, le recours au numéro de téléphone portable personnel, au texto, bon, c'est monnaie courante, et il y a même des rappels qui se font dans mon établissement qui se faisaient sur ce biais-là. Donc on a décidé d'offrir une alternative à ça. Dans l'application, il y a un système de mini-messages qui ressemble trait pour trait à ce que vous pouvez avoir dans vos smartphones privés, et qui permet une communication. Je ne dis pas qu'on a résolu tous les problèmes, mais en tout cas aujourd'hui il y a une alternative, on va dire institutionnelle, au texto et au recours au numéro de téléphone privé. Ça permet simplement aux salariés de se protéger. S'il ne souhaite pas communiquer par ce biais-là avec son institution, libre à lui, il ne télécharge pas l'application, et après, il n'est pas obligé forcément de donner à son cadre son numéro de téléphone portable privé. Pardon, désolé. Et dernière chose qu'on a souhaité faire, c'est pouvoir dématérialiser un certain nombre de démarches dans l'établissement. Donc ça,
pour rien vous cacher, on s'est inspiré d'une start-up française qui fait beaucoup parler d'elle dans le monde privé, qui s'appelle PeopleDoc, et qui permet à des salariés donc, d'entamer des démarches sans avoir à se déplacer à la direction des ressources humaines. Donc concrètement, comment ça fonctionne? C'est très simple, hein, vous vous connectez, il y a un certain nombre de démarches qui sont dématérialisées. Modestement, on a commencé par 5 démarches majeures, on est en train de développer les suivantes. Et vous souhaitez vous déposer, on collecte un certain nombre d'informations pour initier la démarche. Par exemple, je veux modifier mon temps de travail, je remplis toutes les informations nécessaires. La demande circule dans l'établissement, donc elle ne passe plus à la DRH, hein, elle va directement au cadre de proximité, puis au cadre supérieur, puis à la direction des soins. Ça arrive à la DRH. Tout ça se fait de façon totalement dématérialisée et une fois que ça arrive sur le bureau, enfin, sur l'espace numérique du DRH, on clique, il y a une signature électronique et chaque personne ayant donné son avis, ainsi que le salarié bien sûr, reçoit la décision de façon dématérialisée. Donc on est passé, on a dématérialisé ainsi et externalisé donc au domicile de l'agent ou sur son téléphone les démarches les plus simples qui pouvaient être réalisées. La plus simple étant le certificat de travail. On devait avoir par semaine une trentaine ou une quarantaine de personnes qui se déplaçaient à la DRH simplement pour avoir un certificat de travail. Désormais c'est fini, on ne le fait plus et les salariés le font au domicile. Combien de temps pour développer l'application? Sincèrement, on a mis 1 an, mais parce qu'on a pris notre temps. On voulait faire une appli et on ne savait pas trop quoi mettre dedans au départ. Donc on a fait une étude avec un questionnaire. On a rencontré les partenaires sociaux qu'on a associés. On a cherché si une alternative existante existait sur le marché. On n'a rien trouvé d'aussi général. On a trouvé beaucoup d'applications qui apportaient une brique, mais on n'a pas trouvé quelque chose qui permettait de faire du temps de travail, de faire des démarches, de faire des données d'état civil, de créer un petit système de messagerie. Et après, à partir du moment où on a retenu la société et puis on a commencé à développer, bon, je dirais qu'en 6 mois, on a pu développer l'outil. Ça fait rêver. Je passe la parole maintenant à Monsieur Servère-Laurenzet, directeur du CH de Blois. Alors, on est sur une réflexion sur la fonction de DRH. Qu'est-ce qu'elle doit être aujourd'hui? En quoi elle évolue? Vous, qu'est-ce que vous attendez de vos responsables RH au sens large, hein, DRH, directeur des soins et l'ensemble de nos collaborateurs? Qu'est-ce qu'il faut qu'on vous apporte? Tout, d'accord. En fait, pour résumer, si avec un mot à retenir, ça serait peut-être tout. Alors, je ne sais pas si on a très peu de temps, malheureusement, pour expliquer ce tout. Sachant qu'un chef d'établissement, quand il a une feuille de route, hein, parce qu'on n'a pas toujours de feuille de route, mais quand on a une feuille de route, en fait, c'est assez simple. Il faut transformer, faire des économies et que ça ne se voit pas. Donc, à partir du moment où cette feuille de route, elle est quand même très claire, limpide, le chef d'établissement a tout intérêt à s'entourer de gens très intelligents, très subtils. Moi, je vais essayer de résumer ce que j'attends d'un DRH. Je l'ai été, hein, donc c'est l'occasion d'ailleurs pour moi de rendre hommage à ce métier, parce que c'est, je crois, le plus difficile métier de l'hôpital. Je demande au manager de ressources humaines, je l'élargirai, hein, je suis assez d'accord effectivement sur l'importance du management, c'est de l'audace et de l'innovation. Parce qu'on peut effectivement, comme ça a été fait, présenter l'ensemble des contraintes. Je fais partie de ceux qui considèrent comme Platon que les contraintes sont nos libertés et qu'à partir de là, plutôt que d'être dans la résignation, dans le subir, c'est d'être dans la proactivité. Donc une direction des ressources humaines, directeur ou une directrice de ressources humaines doit être audacieuse, c'est-à-dire de saisir toutes ces contraintes pour des opportunités. Et on en a des opportunités. On en a de très nombreuses. Ça a été cité tout à l'heure, les groupements hospitaliers de territoire, même si ce n'est pas facile, puisqu'évidemment, quand on réunit plusieurs hôpitaux, il y a forcément un DRH dans chaque hôpital. C'est d'essayer de voir comment, collectivement, on peut avancer sur des sujets très concrets, comme la formation.
Par exemple, profiter de cette opportunité pour décloisonner, comme on le sait, la formation médicale et la formation paramédicale, puisqu'on sait que c'est très, quand même globalement très décloisonné, les formations. Chacun a son plan de formation. Donc c'est d'essayer de profiter de ce mouvement profond de transformation pour essayer de mettre sur la table des choses ensemble, les partager, parce que on a toujours intérêt à partager ensemble les données, et puis surtout de voir comment on peut faire bouger les lignes qu'on n'a pas réussi forcément à bouger dans son établissement. Donc par exemple, le décloisonnement des formations médicales avec les formations paramédicales, ça peut être une opportunité. Peut-être aussi l'occasion de relancer la recherche paramédicale, bien évidemment la recherche médicale. En tout cas, voilà, de ne pas hésiter, qu'au-delà de toutes ces contraintes, on soit audacieux dans notre démarche. Et puis l'innovation, c'est un peu essayer de casser les codes. Je crois que le poids des mots est fondamental. Il y a une diapositive qui a été présentée tout à l'heure et qui montre que les mots peuvent provoquer des mots MAUX. Quand on présente l'importance de réconcilier qualité des soins et efficience économique, tout est là déjà. C'est-à-dire notre capacité à définir ce que c'est qu'une performance. On ne peut pas réduire l'efficience à l'économique et la qualité aux soins. Je crois qu'à partir du moment où on choisira des mots, le poids des mots est fondamental. Et quand on choisira des mots qui permettront de réconcilier les hommes et les femmes, on y arrivera. La performance d'un établissement, c'est une globalité. Si on a des comptes équilibrés et que les gens sont malheureux, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est valoriser le travail. On présente souvent le travail pour un risque, pour de la pénibilité, mais il y a 99% des gens qui viennent aujourd'hui dans nos hôpitaux qui sont heureux d'aller à l'hôpital. Moi, je connais plein de gens qui sont contents d'exercer leur métier. Et ça, c'est important de le dire et de le valoriser. Casser les codes, c'est changer nos organisations. C'est pour ça que j'associerai aussi dans la direction des ressources humaines les managers médicaux, les directeurs de soins, les cadres supérieurs de santé. Une direction des ressources humaines doit s'associer ses compétences parce que ce sont des gens de terrain qui connaissent bien le terrain. Nos organisations sont extrêmement taylorisées, se sont industrialisées. Il est nécessaire de penser le soin et après effectivement de le repenser. On ne pense plus le soin aujourd'hui dans nos hôpitaux. On parle de ratio, on parle de nombre d'infirmières au nombre de lits. On ne pense pas à repenser pourquoi on fait ce métier et pourquoi on travaille comme ça. Je suis souvent effaré quand je pose la question toute simple aux gens, pourquoi ils font ça, de dire mais on fait ça parce qu'on fait ça depuis 20 ans en fait, 15-20 ans. Et ça, je pense qu'une direction des ressources humaines doit stopper ce mouvement. Redonner du sens, ça a été dit par madame aussi, je crois. C'est ça une direction des ressources humaines. C'est cette capacité à dire, ok, ben on revoit tout, on remet tout à plat. Alors ça, c'est compliqué parce que ça nécessite de s'auto-évaluer, de se repenser, donc de se remettre en cause. Les pratiques professionnelles, c'est aussi important de les faire changer parce que du coup, c'est lié à nos organisations, puisque nos organisations génèrent des pratiques. Et souvent, donc, les pratiques ne sont pas remises en cause. Donc, le rôle d'une direction des ressources humaines, c'est d'accompagner ces transformations aussi. On parle aujourd'hui de pratiques avancées, de protocoles coordonnés. C'est très important quand on travaille sur l'attractivité de faire évoluer les métiers. Donc, de l'audace, de l'innovation et ne pas hésiter effectivement à casser les codes. Moi, c'est ce que j'attends d'une direction des ressources humaines. Le deuxième message que je voulais vous faire partager, c'est la question de la valorisation du je et du nous. Je dis souvent qu'il peut y avoir un je, s'il n'y a pas de nous, ça ne sert à rien. Mais s'il n'y a que du nous, le jeu est en difficulté. Alors pour reprendre une comparaison un peu sportive, c'est ce qui peut faire une réussite d'une équipe de football à une Coupe du Monde, par exemple, où on a vu quelques années avant plein de talents individuels qui réunis finalement ont abouti à un formidable échec dans un bus, je me souviens,
où on expliquait qu'on était tous talentueux, mais que finalement, collectivement, on n'était pas capable de gagner un match. Et en fait, un des rôles d'une direction des ressources humaines, c'est d'aller dans le jeu, d'aller dans le sur-mesure. Alors pas tout seul, avec son équipe évidemment, avec les managers médicaux, avec les cadres supérieurs de santé, c'est-à-dire quasiment de pouvoir être en mesure, à l'extrême, de dire je suis directeur ou directrice d'une ressource humaine de mon établissement et je dois connaître chaque personne. Une petite chose. De se donner ce pari-là, de dire cette femme, c'est pas un ETP dans la filière soignante éducative. C'est Roselyne, elle a 30 ans, et de se rattacher à quelque chose. Elle a une volonté de devenir infirmière. Ça, c'est le jeu. Donc, connaître pour reconnaître. Le nous, c'est tout ce qui a été dit sur la nécessité de revenir à un travail d'équipe. Je suis toujours très étonné de voir que des projets de service sont parfois faits sur un coin de table par une personne, au mieux par deux, et on vient présenter au chef d'établissement, je vais être chef de service, et que le travail n'a pas été travaillé en équipe. Je crois qu'il faut que nous, on fasse cet effort de dire que le travail en équipe est un vrai challenge et qu'il faut qu'il soit traduit dans la réalité par quelque chose. Donc pour ma part, moi, en tant que chef d'établissement, je refuse toute proposition de chefferie de service s'il n'y a pas un projet de service qui a été travaillé par le cadre et l'équipe. C'est vraiment très important parce qu'on se rend compte que la transformation, elle est réussie que si dans les services, il y a une volonté de travailler ensemble. Ça, c'est important, donc c'est le nous. Donc tout ça, évidemment, pour l'intérêt général. Alors nous, on s'est posé la question QVT, pas QVT. Moi, je suis assez d'accord avec vous. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc à Bois, par exemple, on a signé un accord sur le bien-être au travail, alors qu'il n'y a pas vocation à résoudre tous les problèmes de la Terre, et notamment la question de l'emploi, qui est la question cruciale, en fait, quel emploi aujourd'hui et demain pour l'hôpital, mais d'essayer de prendre des sujets en profondeur et dans la durée, pas être dans l'immédiateté pour répondre aux médias ou être sur un compte tweet pour dire qu'on a fait quelque chose. Et donc de s'attaquer à des sujets profonds, je ne peux pas les citer tous, je n'ai pas le temps, mais par exemple la question de la synchronisation des temps. Moi, je suis très étonné de voir à l'hôpital qu'on additionne les temps et que ces temps ne sont pas synchronisés. Donc on fait des plannings pour les médecins, quand il y en a. On fait des plannings pour les infirmières, on fait des plannings pour les AS, pour les ASH, on fait des plannings pour des grades, on ne fait pas toujours des plannings pour les métiers. Et la question de la synchronisation des temps, elle est majeure. Aujourd'hui, tout est désynchronisé. Donc, c'est un sujet de l'accord local, c'est de revenir à une synchronisation des temps. Autre exemple, et j'arrêterai là, sur la question du rapport au temps. Dans nos hôpitaux, d'ailleurs, et comme dans le privé, comme dans toute entreprise, on a une accélération du temps. Et le problème que l'on a, c'est que, me semble-t-il, on n'arrive pas forcément à le maîtriser. Donc il faut réapprendre à maîtriser ce rapport au temps et de ne pas en faire un débat philosophique ou sociologique, ou très théorique, parce qu'après, il faut le décliner sur le terrain. Et en fait, ce rapport au temps, il est fondamental parce qu'on entend souvent ces expressions « je manque de temps, j'ai pas de temps, je veux gagner du temps ». Alors que la journée reste à 24 heures, mais bon, on peut toujours essayer de gagner du temps, mais bon, on reste sur 24 heures. Et donc, c'était de voir avec les partenaires sociaux comment on pouvait travailler sur ces sujets-là, et pour se libérer du temps. Parce que si on veut perdre du temps ou gagner du temps, il faut se libérer du temps, parce qu'il y a le stress, tout ça. Et donc, par exemple, on s'est engagé dans une expérimentation de suppression de badgeage. Alors, c'est fabuleux, parce que quand on a engagé cette expérimentation, certains partenaires sociaux expliquaient mais c'est pas normal, on va remettre en cause nos droits. Alors j'ai expliqué que dans les années 50 notamment, certains s'étaient battus pour qu'il n'y ait pas de contrôle social par la badgeuse, et puis que maintenant ça devenait un outil de protection des droits. J'ai dit, si on veut mettre un peu de confiance dans les équipes,
Moi, je fais confiance. Il n'y a pas besoin de badges. Donc, vous voyez, c'est un exemple. Je ne sais pas si on va réussir, d'ailleurs. Il faut accepter aussi de se planter. Je crois que l'échec aussi peut être aussi bénéfique. Mais en tout cas, de partir sur des sujets très précis pour montrer au final qu'on a énormément de marge de manœuvre dans un établissement, à condition, comme vous l'avez dit, que le manager, que le top management descende sur le terrain, aille sur le terrain, aille voir les gens, visite chaque service, connaisse chaque infirmière, connaisse chaque aide-soignante. Si on fait un peu de ça, à mon avis, on ne résoudra pas tout, mais en tout cas, il y aura de la connaissance et de la reconnaissance. Donc, une direction des ressources humaines extrêmement proche des gens. Merci. Marie, après cette intervention, je te laisse nous donner ton point de vue. Mon point de vue, ce sera pour souligner vraiment le partage de ce qui vient d'être dit, un total accord sur l'importance de travailler sur le travail. Et c'est ça, la qualité de vie au travail, c'est travailler sur le contenu du travail. Les actions qui sont certes importantes, mais de conciergerie ou autres, peuvent paraître, excusez-moi le terme, peut-être un peu cosmétiques. Ce qui compte, c'est travailler sur le contenu du travail. Et donc, et vous l'avez dit, monsieur, sur la ligne managériale, sur le management, et c'est ça le plus important, et la ligne managériale, bien sûr, globale, administrative, soignante. On connaît l'importance donc de la direction des soins, des cadres soignants de proximité. Et cette ligne managériale, on a toujours, c'est pas en ce moment, on a toujours besoin de l'outil, de la conforter dans ses missions, parce que c'est elle qui fait qu'on accomplit bien nos missions et que les professionnels se sentent reconnus. On a évoqué tout à l'heure les questions de reconnaissance par le biais des primes. C'est certes important, c'est pas le premier levier de satisfaction. La rémunération, c'est un point, mais c'est pas ça qui nourrit l'engagement. Alors, quand même, aujourd'hui, on a des difficultés d'attractivité. Nous, il nous remonte au niveau national des difficultés d'attractivité sur les chefferies de service, parfois aussi de recrutement sur l'encadrement de proximité. Et pour ce faire, moi, je trouve que l'expérience du CH23 qui a réussi à simplifier et à moderniser la gestion RH, le quotidien, est fondamentale. C'est pour ça qu'on était heureux de vous remettre ce prix, parce que l'idée, c'est de vraiment simplifier le plus possible pour qu'on puisse se recentrer sur le cœur de métier, c'est-à-dire, encore une fois, travailler sur le management, renforcer le management qui valorise les compétences. Vous l'avez tous dit, et à l'hôpital, on est dans un lieu où les métiers sont importants. On recrute avant tout des compétences, des gens qui sont engagés, qui travaillent sur quelque chose qui est en plus très noble, le soin. Et donc, le management, c'est pas n'importe quel management dont on a besoin, c'est un management qui valorise et qui entretient ses compétences et cet engagement. Ça, je reprends votre image du jeu et du nous, il faut pouvoir accompagner ces parcours professionnels individuels. Ça, c'est le rôle premier du manager. Et puis, il y a le nous, et ce sont des équipes donc compétentes. Le management au niveau du collectif, c'est aussi permettre à un collectif, être en support, à un collectif qui est autonome. Il n'impose pas des décisions, il les met en situation de pouvoir résoudre des problèmes, pas forcément toujours extrêmement complexes, mais les gens, ils sont formés, ils arrivent avec des diplômes d'État à l'hôpital, n'ont pas forcément besoin que toutes les décisions arrivent du sommet, et il y a un besoin qui ressort d'autonomie. Et donc, c'est pas si évident que ça, mais c'est tout le sel et toute l'importance du management qui est de pouvoir accompagner ces parcours individuels et de pouvoir porter ces équipes qui sont autonomes dans leur gestion au quotidien et dans la réalisation de leurs projets. Et pour ce faire, il faut, et vous l'avez expliqué, un projet d'établissement clair, mais qui porte clairement la résolution, qui trouve un équilibre entre toutes les dimensions qu'on a évoquées.
Et la dimension économique, elle doit être assumée, encore une fois, on est des acteurs publics, on gère des données publiques et la contrainte économique, elle est justifiée. J'ai juste un léger point de désaccord, parce qu'à un moment donné a été évoqué le fait que c'était peut-être pas si important que ça. Elle a quand même cru ces derniers temps à l'hôpital et ça doit être reconnu. Et la prégnance de ces objectifs budgétaires, à un moment donné, elle a pu être facteur de perte de sens. L'idée, ce n'est pas de remettre en cause ces objectifs, mais bien de les articuler. Ça pose le souci donc de cette réflexion entre ces trois dimensions, et puis aussi de l'articulation des calendriers, entre parfois des impératifs très, très court-termistes de résultats budgétaires, et puis des projets d'accompagnement, d'amélioration de l'organisation qui s'inscrivent dans le temps. C'est pour ça que nous, au niveau national, on essaye de le porter pour tout ce qui est révision des modalités Copermo, enfin tout ce que vous connaissez par cœur. Mais en tout cas, au-delà de ça, ce qu'il faut, c'est une perspective claire pour que les managers, soignants, médicaux, administratifs, techniques, puissent accompagner le changement et accompagner les professionnels. Et là, on a un vrai levier parce que, comme nous, on l'a noté dans le baromètre et vous l'avez également expliqué, les professionnels, ils sont engagés. Et c'est notre principal atout et premier levier de mobilisation. Donc aujourd'hui, on a des DRH qui sont là, qui font vraiment le travail. Je crois qu'il faut les saluer et puis continuer à travailler en ce sens. Merci. Merci à vous tous. La suite de l'exercice, c'est d'ouvrir cette table ronde à l'Assemblée. Je ne doute pas que les expressions des uns et des autres suscitent des questions ou tout du moins des réactions. Et je vous invite à vous exprimer. Madame. Alors, je vais apporter les micros. Qui souhaitait intervenir? Au milieu, Stéphanie. Ah. Bonjour, Marie-Claude Derôme, directrice des soins au centre hospitalier Louis Pasteur à Dole. Alors moi, je voudrais remercier tous les intervenants, bien sûr, mais particulièrement Monsieur Fétis, Monsieur Server-Lorenzi, qui ont rappelé la nécessité qui ont rappelé l'importance, on va dire, du management dans l'amélioration du bien-être au travail des professionnels, ce qui est propos qui a été repris après par Madame Houssel. Ce que je déplore un petit peu au sein de l'Assemblée que vous constituez ici, tout aussi noble soit-elle, c'est l'absence de représentants de la direction des soins. Vous avez rappelé quelle est l'importance dont justement l'amélioration de ce bien-être au travail, en tout cas l'importance de pouvoir associer certains agents, qu'ils soient médicaux ou non médicaux, pour pouvoir permettre cette amélioration du bien-être ou cette amélioration de la qualité de vie au travail. D'autant qu'ils travaillent en relation très très étroite au quotidien avec les directions des ressources humaines. Alors juste une remarque qui a été faite par Madame Houssel sur l'importance à travailler sur le contenu du travail. Alors bien évidemment, j'adhère complètement à cette idée, c'est important qu'on travaille sur le contenu du travail, mais c'est tout aussi important de travailler sur le sens au travail dans un environnement particulièrement contraint, parce que j'ai bien noté que si 96% des professionnels hospitaliers sont très engagés dans leur métier, il y en a quand même 69% qui sont beaucoup moins engagés vis-à-vis de leur établissement public de santé. Et il me semble que le travail que l'on a à faire, il est plus situé sur le sens au travail dans cet environnement très contraint que sur la qualité de vie au travail. Parce que ça, c'est le travail que font, en tout cas, les soignants qui sont ici au quotidien et les encadrants de proximité. C'est rappeler en permanence ce pourquoi nous sommes là, quel est le rôle et les missions que nous avons à jouer dans cet environnement contraint avec les moyens dont ils disposent au quotidien. Et là encore, je salue tout l'investissement des encadrants de proximité parce que je dirais l'amélioration du bien-être au travail ne peut se faire sans ces personnes de proximité. Voilà. Je pense à titre personnel, évidemment, être d'accord avec ce que vous exprimez.
Et je pense qu'on a tous notre part dans le bon fonctionnement de ce management. Et vis-à-vis des cadres de proximité, en tant que DRH, j'ambitionne de leur simplifier la vie. Alors on a les outils numériques, mais on en a d'autres, de les écouter et de les accompagner au mieux. Vous évoquez évidemment la collaboration naturelle entre une DRH et une direction des soins. On parle beaucoup de management, il y a une collaboration qui est moins naturelle et qui est à construire par rapport à notre traditionnelle triple hiérarchie. C'est la collaboration avec un management médical. Et donc là, on est sur des cultures, un ADN qui, je pense, évolue quand même assez rapidement, de ce que je peux constater. Et ça rejoint ce qu'évoquait Marie Houssel sur la transversalité du management, même dans les annonces, la transversalité des modalités d'intéressement entre personnel médical et personnel non médical. Donc j'ai envie de dire, c'est acquis, ne l'oublions pas, entre nos directions sœurs. La marche complémentaire, elle est sur le volet médical. Voilà ma réaction sur le sens au travail, peut-être les uns et les autres. Devant vous, je pense qu'il fonctionne. Oui, j'abonde complètement à votre sens sur la question de la direction des soins. Le management des ressources humaines, en tout cas pour un chef d'établissement, c'est nécessairement le croisement de ses regards. C'est-à-dire que dans toute prise de décision sur des projets de transformation, de réorganisation, il y a nécessairement la nécessité de croiser le regard du directeur des ressources humaines ou de la directrice des ressources humaines et le directeur des soins et la directrice des soins. En tout cas, nous, à Bois, il n'y a pas de décision s'il n'y a pas ces deux regards. Ces deux directions sont des directions adjointes. Et c'est très important de le reconnaître comme tel, parce que je sais que ce n'est pas toujours le cas dans tous les hôpitaux. Mais un directeur de soins, c'est une vraie spécificité hospitalière, ça n'existe pas dans le privé. C'est un vrai métier, c'est des hommes et des femmes qui souvent ont fait le terrain. Et ce serait dommage pour un manager, dans une prise de décision, de se couper d'hommes et de femmes qui ont cette expérience et qui ont ce vécu. Alors après, il y a aujourd'hui, souvent on caricature un peu les choses en disant les directeurs de soins, ils sont là pour défendre le soin, et puis le DRH sont là pour... Non, c'est plus vrai, ça n'existe plus. Il y a aujourd'hui des directeurs des ressources humaines qui ont la connaissance du terrain, qui ont le sens du soin, et des directeurs de soins qui ont le sens de la gestion. Donc c'est hyper important d'avoir ces deux personnes ressources. J'y ajouterai les cadres supérieurs de santé. Les cadres supérieurs de santé, c'est quand même aussi des hommes et des femmes qui, dans leur pôle en général, ont une parfaite connaissance du terrain. À Bois, par exemple, moi j'ai délégué ma signature. C'est les cadres supérieurs de santé qui signent toutes les mensualités de remplacement, pas que les mensualités d'été. C'est-à-dire qu'ils sont aux affaires. Et je peux vous assurer que je fais ça depuis 10 ans, je n'ai jamais vu un cadre supérieur de santé échouer dans cette mission. Jamais. Et puis pour revenir au travail en équipe, c'est là qu'il faut être audacieux et innovant. Tous les cadres supérieurs de santé participent au directoire de l'hôpital de Bois. On ne peut pas dire on travaille en équipe dans les services, dans les unités proches des patients, et que dans les instances dirigeantes de nos hôpitaux, on se coupe de cette réalité de terrain. Et alors, ça fracture les lignes, on casse les codes, parce qu'un directoire, par exemple, c'est une majorité de médecins. Quand on commence à dire qu'il y a tous les directeurs adjoints et tous les cadres supérieurs de santé, vous cassez les codes. Je n'ai jamais vu un directoire se transformer en pugilat. Jamais. Par contre, ça amène un débat en hauteur. Je ne peux pas illustrer évidemment comme vous sur la réalité de votre quotidien, mais ça fait résonner quand même pas mal de choses en moi. J'ai coutume de dire que la fonction RH, elle n'a pas exactement le même périmètre que la DRH. La DRH anime une fonction qui la dépasse, et ce qui la dépasse en termes d'organisation, c'est justement tous les métiers. Et c'est le mix, je ne le dis pas avec vos mots, donc je ne peux pas l'illustrer avec
les cas concrets de la vie d'un hôpital, mais je pense que ça se retrouve dans toute communauté, c'est l'ensemble des métiers de la DRH qui font la fonction RH. Il ne faut pas le regarder uniquement en termes de périmètre de la direction. Je vais vous donner un exemple avec le groupe Covea. Il y a trois marques, 3 entités qui sont regroupées dans ce groupe depuis quelques années à peine, et 3 cultures complètement différentes. Avec le même code du travail, le même métier, on arrive à avoir des cultures complètement différentes. Alors évidemment, je ne vais pas vous donner les noms, c'est pas la peine d'essayer de me torturer, mais vous en avez une où la ligne managériale a été longtemps totalement déresponsabilisée. Elle sait déresponsabiliser les préoccupations RH, et c'est la ligne RH qui assume tout, y compris les entretiens annuels, ce qui est une aberration absolue, évidemment. À l'autre bout du spectre, on a une autre marque dans laquelle le management s'implique tellement que la DRH est mise de côté, et parfois le droit social aussi est un peu mis de côté, parce que le manager veut s'occuper de tout, il est responsable de tout, alors c'est sympathique son implication, sauf qu'il n'est pas forcément professionnel de tout. Et puis heureusement, on a une troisième qui est assez équilibrée, où la ligne managériale travaille bien avec la fonction, avec les spécialistes de la RH, et là, chacun a son rôle. Je suis en train actuellement de travailler à poser un modèle pour l'ensemble du groupe, où on va dire, c'est un peu bêta, hein, c'est une espèce de qui fait quoi de base. Le manager, dans le domaine RH, voilà quelles sont ses responsabilités. Les spécialistes RH, les responsables RH notamment, qui sont souvent dans le privé, les opérateurs de terrain, voilà quelles sont leurs responsabilités, des responsabilités qui sont essentiellement d'ailleurs au profit du manager, pas forcément directement au profit du collaborateur, qu'il faut connaître, mais qu'il faut laisser souvent dans la relation avec son manager. Et le collaborateur lui-même, quelle est sa responsabilité dans la RH? Il a un rôle, il faut lui donner un rôle. Et les outils qui ont été présentés tout à l'heure nous permettent, heureusement maintenant, de pouvoir lui donner un rôle direct dans son parcours, dans sa vie quotidienne. Bon, c'est pas forcément très compliqué à faire, mais je pense qu'à un moment donné, il faut se poser ces choses-là. Il faut diffuser cette information que chacun a un rôle et personne n'est totalement propriétaire de ça. D'autres interventions? Questions pour oui, il y en a une nos intervenants? Emmanuel Seyé, je suis directeur du réseau qualité RECA, plutôt un partage et pas une question. J'entends des préoccupations dans ce que vous avez évoqué aujourd'hui, partagées également par les directions qualité. La qualité de vie au travail, c'est via la certification une des thématiques abordées, qui ça va être renforcé en certification V2020. Mais je pense que certaines approches qualité contribuent à ce que vous évoquiez ce matin, particulièrement sur le bien-être lié au bien-faire et puis à l'application du management. Je prendrais pour exemple la méthode du patient traceur où à l'issue de l'étude d'un dossier avec l'équipe et une rencontre avec le patient, c'est l'équipe qui est elle-même amenée à identifier des actions d'amélioration qu'elle sera en capacité de mettre en place pour ce patient comme pour les autres patients pris en charge, avec aussi également une contribution à la politique générale qualité pour d'autres patients. Pour moi, c'est un vrai levier de valorisation des équipes, de prise de conscience que leurs pratiques, souvent les équipes médicales et paramédicales ont tendance à se questionner sur ce qui ne va pas et ce qui pourrait améliorer. La méthode du patient traceur permet de mettre en avant ce qui va bien, avec la vision du patient qui renforce cette perception-là, mais aussi d'identifier des actions que l'équipe elle-même devient maîtresse dans la mise en œuvre. Et je trouve que c'est un vrai levier qualité de vie au travail. Et puis une nouvelle approche préconisée par l'Haute Autorité de Santé qui s'appelle les rencontres sécurité autour du patient, où dans l'approche, une équipe volontaire va se questionner sur des problématiques qualité-sécurité, faire remonter ces questions à la direction, et on a une rencontre, un déplacement du top management au centre du service pour discuter ensemble des améliorations possibles. Et là, je pense que ça rejoint aussi ce que vous évoquiez, l'implication du management, la proximité et la possibilité de trouver ensemble, d'avoir du nous aussi autour de ces approches-là. Merci beaucoup pour ce propos. Effectivement, tous les secteurs de l'hôpital participent
Il n'y en a pas un qui est différent d'un autre. Tous participent à la qualité de vie au travail. On prend des locaux qui, s'ils ne sont pas bien entretenus, et bien voilà, ça pose aussi des problématiques pour les personnels. Donc les services techniques, il n'y a pas un service dans l'établissement qui ne participe pas effectivement à la dynamique, à la qualité de vie au travail et à une prise en charge. La prise en charge globale du patient ne se limite pas aux soins. Et aujourd'hui, on est un maximum autour dans la salle de directeurs, de responsables RH, mais derrière nous, je pense aussi c'est toujours important de le rappeler, comme vous rappeliez, Madame, le côté soignant, nous avons aussi des équipes. Nous sommes aussi managers et l'ensemble des actions qui sont menées dans les directions de ressources humaines ne sont pas faites par une personne, mais par une équipe ensemble. Et c'est tout. Voilà, chaque équipe d'un hôpital participe à cette prise en charge quotidienne et à faire qu'on vient au travail avec l'envie de bien travailler pour le soin. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, bonjour. Je suis la DRH du centre hospitalier La Chartreuse à Dijon. C'est un hôpital psychiatrique. Je voudrais donner un plaidoyer un peu pro domo pour les DRH en ce qu'elles, dans la période de contrainte de retour à l'équilibre, enfin bon, tout ce qu'on appelle contraintes budgétaires, etc., la tentation qui est de dire que les fonctions support, ma foi, elles sont toujours surdimensionnées. Et je pense que, je voudrais apporter ce témoignage-là. Je fais partie, pour ceux qui ne connaissent pas la Chartreuse, des établissements qui ont la réputation d'être riches. Et nous faisons beaucoup d'envieux, mais je crois qu'on peut aussi envier le fait qu'on a une vraie politique RH. C'est-à-dire que nous ne sommes plus au stade, comme j'en vois dans certains endroits, où on continue encore à faire de la gestion administrative de dossiers et on ne fait pas de la gestion des ressources humaines. Donc il y a bien évidemment cette contrainte budgétaire et on l'a vu tout à l'heure et je partage complètement cette idée que la masse salariale c'est quelque chose qui doit être géré bien évidemment. Mais nous pouvons aussi avoir une grande utilité dans ces périodes de contraintes budgétaires fortes. Merci Brigitte. Contrainte qui, à mon avis, n'arrêtera jamais. Hein. C'est l'environnement naturel. Hein. C'est pour ça qu'on peut s'étonner, tout le monde s'étonne qu'on ait des contraintes budgétaires. Je ne sais pas si les uns et les autres, vous souhaitez réintervenir. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des interventions ? Pour ma part, voilà, je pense que ça a été un échange positif qui confirme quand même quelques éléments au besoin que je vais essayer de me permettre de synthétiser. À la fois sur le fait de cette fierté et du sens au travail qu'on entend vouloir réinsuffler, mais on peut se l'appliquer à nous-mêmes aussi, on peut être fier des actions que nous menons et comme l'évoquait Brigitte Loriot, pas seulement sur le volet budgétaire, mais également sur le volet accompagnement de nos professionnels. Donc ça fait du bien de se le dire et il faut savoir le faire. Les questions de reconnaissance qui sont un peu toujours un défi dans nos environnements statutairement contraints, finalement on se rend compte que le problème est le même ailleurs et qu'en étant un peu créatif et innovant, et ce qu'on nous invite à faire, donc on va s'y exercer, c'est possible. Et le collectif là peut être force de proposition. Même Loriot le réévoquait, ça a été dit, on n'est plus du tout au stade de la DRH administrative, ou si on l'est, il faut peut-être ne pas perdre de vue le fait que nous sommes dans la gestion d'individualité, la personnalisation de la gestion des personnels. On parle de la personnalisation dans le traitement aux patients, mais je pense qu'on a aussi un défi dans la personnalisation de la gestion de nos personnels. Et enfin, ce qui fait sans doute la richesse de cette fonction, et voilà, pour, je pense, au besoin de nous confirmer dans notre choix de carrière, la transversalité de celle-ci, la richesse qu'elle nous apporte,
Moi, j'ai jamais autant échangé avec les collègues que depuis que je suis sur cette fonction. J'ai appris à voir l'hôpital différemment, et pas que les soignants, mais aussi des services qu'on a tendance un peu à perdre de vue. Et c'est ce qui doit aussi nous alimenter, nous guider et nous permettre de rester convaincus de notre contribution au bon fonctionnement des établissements aujourd'hui. Donc l'éternel optimiste que je suis se satisfait de notre rôle. Je remercie vraiment l'ensemble des participants qui nous ont confirmés dans nos fonctions. Je vous remercie d'avoir participé et au plaisir d'échanger autour du buffet à midi. Donc, un petit point logistique, c'est l'heure effectivement de la pause déjeuner et de visite des stands avec une reprise à 14h, ici même pour les actualités nationales présentées par Denis Walzer. Voilà, bonne pause à tous.